Bonjour, Magali Girard, directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Il me fait plaisir de vous inviter aujourd'hui à notre dernière présentation dans le cadre de nos midi-webinaires pour l'année 2023-2024. Et puis, on clôt en grand avec une enquête intéressante que je ne connaissais pas et qui va me faire plaisir, sur laquelle il va me faire plaisir d'en apprendre davantage. Aujourd'hui, on a une présentation de Daniela Gonzalez Sicilia, professionnelle de recherche à l'Institut de la statistique du Québec, qui va nous présenter l'enquête québécoise sur la violence commise par les partenaires intimes et de ISQ, oui. Et donc, le format du midi-webinaire est toujours le même. Je ne parlerai pas tellement longtemps, simplement pour vous rappeler que cette présentation est enregistrée et sera rendue disponible rapidement sur notre chaîne YouTube pour référence future. La présentation de Daniela devrait durer environ 30-40 minutes et on aura du temps à la suite de sa présentation pour une période de questions. Je vous invite à utiliser le chat ou la section questions-réponses du Zoom pour inscrire vos questions pendant la présentation ou simplement attendre à la fin de la présentation là, pour la poser directement à Daniela. Et on termine à 13 heures, comme d'habitude. Alors, voilà, je laisse la parole à Daniela pour la présentation. Merci, merci de votre présence et du temps aujourd'hui. Merci Magali, merci pour la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que vous voyez maintenant les modes de présentation. Donc, bonjour tout le monde. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'enquête québécoise sur la violence commise par des partenaires intimes qui a été réalisée en 2021-2022, la collecte. Donc, ça va nous donner un premier portrait populationnel de la problématique au Québec. Et comme Magali l'a dit, je suis professionnelle de recherche à l'Institut de la statistique du Québec, à la direction des enquêtes de santé plus spécifiquement. Donc, sans plus tarder, ben, c'est ça les plans de la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous parler brièvement du contexte dans lequel cette enquête a été développée. Je vais vous parler rapidement de quelques éléments méthodologiques qui sont importants pour l'enquête, de la mesure qu'on a utilisée pour mesurer justement la violence entre partenaires intimes. Juste quelques résultats, on en a beaucoup, donc c'est sûr qu'on a fait un choix de ce qui va être présenté. Les messages clés qui ressortent de cette enquête, puis à la fin, je vais vous parler des forces et limites de l'enquête. Donc, pour commencer, pour ce qui est du développement de l'enquête, il faut comprendre que cette enquête s'inscrit pour répondre en fait à un besoin qui est inscrit dans les plans d'action gouvernemental en matière de violence conjugale de 2018-2023. Puis en fait, c'est l'action 49 spécifiquement, selon laquelle il faut soutenir une meilleure connaissance quantitative du phénomène de la violence entre partenaires intimes. C'est ça qui dit l'action. Puis en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut des données statistiques fiables et récentes et qui concernent l'ensemble de la population. Parce que ces données, avant cette enquête-là, étaient quand même limitées. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas des enquêtes populationnelles faites sur les sujets. Puis on a besoin de ces données justement pour permettre aux différentes instances, milieux communautaires, des recherches, etc., de mieux orienter les différents efforts qu'il faut faire justement à propos de cette problématique. Donc, l'enquête a été mandatée justement par le secrétariat à la condition féminine, en collaboration évidemment avec l'Institut de statistique, mais aussi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Justice et le ministère de l'Enseignement supérieur. Qui dès maintenant, je vous dis, on a choisi d'utiliser les termes violence entre partenaires intimes, même si dans les différents documents gouvernementaux, notamment la politique et les plans d'action en matière de violence conjugale, on parle surtout du terme violence conjugale. Mais nous, on a utilisé d'aller plus avec les termes violence entre partenaires intimes, plus pour refléter un peu les différentes réalités qui peuvent exister aujourd'hui au Québec et pour aussi mieux
venir se rapprocher des jeunes, par exemple, qui pourraient vivre de la violence dans leur relation et qui pourraient avoir un partenaire sans nécessairement cohabiter avec lui et pour aussi tenir compte de la violence qui peut avoir lieu après une séparation. Donc, nous, on utilise le terme violence entre partenaires intimes, mais on essaie évidemment de se rapprocher de la définition qui est utilisée dans les différents documents gouvernementaux. Donc, c'était quoi les objectifs de l'enquête? Mais on avait deux objectifs principaux. Les premiers étant d'estimer la prévalence de la victimisation associée à la violence entre partenaires intimes vécue au cours de la vie. Puis le deuxième objectif principal était d'estimer la prévalence de la violence subie entre partenaires intimes, mais au cours de la dernière année. Puis ces deux objectifs étaient visés chez les femmes et chez les hommes de 18 ans et plus vivant au Québec et aussi pour toute la province, mais aussi pour les 17 régions administratives. Ça, c'était les objectifs principaux, mais on avait aussi d'autres objectifs. Et notamment, on voulait explorer les différents éléments du contexte dans lequel la violence a lieu, les dynamiques de violence qui peuvent exister, puis les conséquences des différents gestes de violence sur les victimes. On voulait aussi explorer l'utilisation des services et l'intervention des services policiers et de la justice pénale dans la dernière année. Les liens qui existent entre la violence entre partenaires intimes et les différentes caractéristiques individuelles de la population visée. Puis, quand je dis ces caractéristiques individuelles, on a aussi exploré les différentes expériences de violence vécues pendant l'enfance pour voir s'il y avait un lien avec la violence vécue à l'âge adulte entre partenaires intimes. Puis, le dernier objectif était d'explorer des données complémentaires relatives au vécu des victimes durant la pandémie, parce que, comme je vous ai dit, l'enquête a été faite en 2021-2022, donc on était en contexte de pandémie à ce moment-là. Maintenant, je vous ai parlé de plan d'action, puis de comment il y avait un besoin qu'il fallait combler ou auquel il fallait répondre, parce que avant cette enquête, on avait comme deux sources principales pour les données en matière de violence entre partenaires intimes, de violence conjugale. Mais ces deux sources étaient tout à fait pertinentes, mais nous donnaient un portrait partiel du phénomène. En fait, d'un côté, on avait les données policières, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les données policières, on a uniquement les actes qui correspondent à des infractions criminelles et qui sont déclarés à la police. Donc, s'ils ne sont pas déclarés ou s'ils ne constituent pas des infractions criminelles comme telles selon les codes criminels, mais ils ne vont pas se retrouver dans les données policières. Puis, il y a des enquêtes populationnelles qui ont été faites par Statistique Canada notamment, mais on a peu de données pour le Québec où les échantillons sont trop petits pour pouvoir faire des analyses plus détaillées. Et souvent, ces enquêtes populationnelles vont surtout se pencher sur la violence physique et la violence sexuelle. Donc, on a peu de données sur la violence psychologique et sur le contrôle coercitif, notamment, qui est reconnu comme faisant partie de la problématique. Puis aussi, une autre limite des données des enquêtes populationnelles existantes, c'est que souvent, on va juste tenir compte de l'occurrence de la violence ou des différents gestes, mais pas de leur fréquence ou de la gravité de ces gestes-là, ce qui est important aussi à considérer. Et tout ça, s'ajoute parce qu'il faut comprendre que la violence entre partenaires intimes, c'est un phénomène genré. Donc, ça n'affecte pas de la même façon les femmes et les hommes. Puis, il faut essayer de tenir compte de ça quand on met sur le phénomène. Donc, maintenant, pour ce qui est des éléments méthodologiques, ben, la population visée de l'enquête, c'était les personnes de 18 ans et plus qui vivaient au Québec, qui étaient dans une relation intime ou amoureuse au moment de l'enquête ou qui l'avaient été au cours de leur vie. Et on avait certaines personnes qui étaient exclues de notre échantillon, de notre population visée en fait. Il y avait les personnes qui habitaient dans des logements institutionnalisés, puis aussi les personnes des régions socio-sanitaires 17 et 18. Puis pour des raisons de sécurité, une fois qu'on avait commencé à constituer notre échantillon, on a dû exclure les zones de la région administrative numéro 10 parce que dans le fond, dans chacune des régions, on choisissait juste un de deux partenaires dans un couple au hasard, mais dans la région 10,
Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de personnes qui étaient en couple et donc pour des raisons de sécurité, pour ne pas devoir choisir deux personnes du même couple, vu les sujets sensibles sur lesquels on faisait l'enquête, mais on a décidé de conserver uniquement les femmes pour ne pas biaiser la qualité des hommes et des femmes. Donc, on a choisi uniquement les femmes. Et notre base de sondage, mais c'était les fichiers d'inscription des personnes assurées par la Régie d'assurance maladie, donc par la RAMQ, le FIPA. Notre taille de l'échantillon était de 48 550 personnes, dont 25 000 femmes et 23 500 hommes environ. Et notre échantillon a été stratifié par région administrative, par groupe d'âge, que vous voyez entre parenthèses, et par sexe. Et la collecte a eu lieu de la fin avril 2021 à la fin mars 2022. Donc, c'était presque une année de collecte en contexte de pandémie et encore au début. Puis, les modes de collecte étaient multimodes. On avait des questionnaires remplis par le web et aussi par téléphone. Donc, à la fin, on s'est retrouvé avec 24 499 personnes qui ont participé à l'enquête, dont 13 590 femmes et 10 909 hommes. Le taux de réponse était de 149% chez les femmes et de 53% chez les hommes, globalement. Évidemment, ce taux de réponse variait selon la région administrative. Donc, pour les femmes, ça allait entre 50% et 63% selon la région. Et pour les hommes, entre 42% et 56%. Et on avait une grande majorité de personnes répondant qui ont complété le questionnaire par les web, donc 77%, puis le reste par téléphone. La durée du questionnaire était d'environ 23 minutes au téléphone. Et toutes les données compressantes qui sont disponibles sont pondérées pour permettre l'inférence à la population générale. Et aussi, on présente et on utilise différentes mesures de précision, notamment la variance et l'erreur type, les coefficients de variation, puis dans les tableaux que vous voyez à l'écran, vous pouvez voir dans tous nos résultats, on présente des astérisques, un ou deux astérisques, quand le coefficient de variation est supérieur à 15%, mais inférieur ou égal à 25%, donc c'est un astérisque, ça veut dire qu'on doit interpréter ces résultats avec prudence. Puis quand le coefficient de variation est supérieur à 25%, et ça va apparaître avec deux astérisques, donc c'est vraiment à titre indicatif seulement. Puis aussi, vu que souvent on a des prévalences, des petites prévalences pour différentes variables qu'on a étudiées, on présente aussi les intervalles de confiance partout. Maintenant, c'est important de prendre le temps de vous parler de la mesure qu'on a utilisée pour la violence entre partenaires intimes. Donc, c'était le Composite Abuse Scale Revised dans sa forme abrégée, donc les CAS. Puis, on a choisi d'utiliser cette échelle de mesure parce que c'est une échelle qui reconnaît les relations de pouvoir et de contrôle qu'exercent plus souvent les hommes à l'égard des femmes et non le contraire. Puis, c'est une échelle aussi qui considère que l'abus et la violence font partie des mécanismes de contrôle coercitif. Donc, les avantages de cette échelle et les raisons pour lesquelles ça a été choisi, c'est que ça permet de mesurer, oui, l'ampleur de la violence subie, mais tout en tenant compte de la gravité ou de la sévérité des gestes de violence, puis de leur fréquence, qui sont quand même deux enjeux importants, puis très différents chez les hommes et chez les femmes. C'est une échelle qui est recommandée par la communauté scientifique et de la recherche, mais aussi par les instances gouvernementales sociales de la condition féminine. Et aussi, une chose importante dans le cadre d'une enquête populationnelle, c'est que cette échelle, il y a un bon équilibre entre les nombres de comportements qui sont mesurés ou les nombres de gestes de violence qui sont mesurés et le temps alloué pour l'entrevue, parce qu'évidemment, dans une enquête populationnelle, on ne peut pas passer 2 heures avec chaque participant. Donc, il y a quand même un bon équilibre entre ce qu'on est capable de mesurer dans un temps raisonnable. Puis aussi, chose importante, c'est que c'est une échelle qui utilise une terminologie simple et compréhensible pour que tout le monde puisse être capable de répondre de la meilleure façon possible. Et dans l'échelle CAS, il y a 16 gestes de violence qui sont mesurés.
Puis, pour chacun de ces gestes, on commence toujours la question en disant, est-ce qu'un partenaire ou un ex-partenaire intime a déjà fait tel quelque chose? Donc, on a trois sous-échelles, la violence par forme de violence, donc la violence psychologique, la violence physique et la violence sexuelle. Pour ce qui est de la violence psychologique, premièrement, on a 8 items. Donc, pour chacun des items, on commence, comme je dis, est-ce qu'un partenaire ou un ex-partenaire intime, par exemple, a essayé de convaincre votre famille, vos enfants ou vos amis que vous étiez fou ou folle, ou de les montrer contre vous. Et on répétait exactement la même structure de questions pour les 8 items. Après, on avait 6 items pour la violence physique. De la même façon, est-ce qu'un partenaire ou un ex-partenaire intime a tenté de vous étrangler, par exemple? 6 items, pardon, pour la violence physique. Et finalement, on avait 2 items pour la violence sexuelle. Donc, de la même façon, est-ce qu'un partenaire ou un partenaire intime vous a obligé à vous livrer à des actes sexuels contre votre gré, par exemple? Maintenant, pour chaque item, on demandait cette question que je viens de vous montrer au cours de la vie, oui ou non. Puis si la personne disait que oui, elle avait vécu les gestes en question au cours de la vie, là, on lui posait une deuxième question par rapport au même geste. Et c'était au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence ces gestes est arrivé. Et là, elle pouvait répondre selon, il y avait plusieurs choix de réponse selon la fréquence, allant de jamais à tous les jours ou presque tous les jours. Puis on faisait exactement la même chose pour les 16 items. Et donc, les fréquences au cours des 12 derniers mois étaient utilisées pour calculer un score global pour les 3 sous-échelles, mais aussi des scores spécifiques pour chacune des 3 sous-échelles. Donc, un score pour la violence psychologique, un score pour la violence physique, puis un score pour la violence sexuelle. Et donc, c'est comme ça qu'on pouvait répondre à nos 2 principaux objectifs que je vous ai présentés au tout début. Donc, d'avoir la prévalence de la victimisation au cours de la vie. Puis ça, c'était au moins un acte, soit toutes formes confondues ou par forme, donc pour les 3 formes en question. Puis j'attire votre attention sur le fait que pour la vie, on a utilisé le terme victimisation associée à la violence entre partenaires intimes parce que ça pouvait être un seul acte. Donc, est-ce que pour être un peu, pour tenir compte que ça pouvait être un seul acte au cours de la vie, on a choisi d'utiliser victimisation associée à la violence entre partenaires intimes. Mais pour les 12 derniers mois, on a utilisé le terme violence entre partenaires intimes subie au cours des 12 derniers mois parce que ici, on tient compte de la fréquence et de la sévérité des gestes et je vais vous expliquer comment on tient compte de ça. Donc, je vous ai montré, il y avait plusieurs choix de réponses, puis alors, selon les choix de réponses, on attribuait un score à la personne pour chacun de ces items-là. Par exemple, si on demandait à la personne à quelle fréquence un partenaire ou un ex-partenaire intime vous a secoué, agrippé ou poussé violemment au cours des 12 derniers mois, et là, la personne va nous répondre tous les mois. Donc, les scores qu'on attribuait pour cet item-là, c'était 3. Et après, à la fin, on additionnait les différentes valeurs par forme de violence. Donc, pour la sous-échelle psychologique, on avait 8 questions. Donc, 8 questions, puis le score de fréquence peut aller de 0 à 5. Donc, la valeur totale pour cette sous-échelle, ça va aller entre 0 et 40. Pour la forme de violence physique, il y a 6 questions. Donc, le score pour cette sous-échelle va aller de 0 à 30. Et pour la forme de violence sexuelle, comme il y a 2 items uniquement, le score va aller de 0 à 10. Puis aussi, les conceptrices de l'échelle, qui sont des chercheurs en Ontario, justement, et ils ont créé un algorithme, justement, pour tenir compte de la fréquence et de la gravité des actes et pour identifier les personnes qui subissent de la violence entre partenaires intimes. Donc, nous, avec les tableaux que vous voyez à l'écran, la colonne qui nous intéresse, c'est la dernière colonne, là, en turquoise foncé, violence entre partenaires intimes. Et dans les fonds, il y a des seuils qui sont établis pour chacune des 3 formes de violence pour classer les personnes, pour voir s'ils ont subi effectivement de la violence entre partenaires intimes. Donc, si une personne a un score supérieur à 4 pour la violence psychologique, mais elle va être considérée comme victime de violence.
Pour la violence physique, elle doit avoir un score supérieur à 1. Et pour la violence sexuelle, elle doit avoir un score supérieur à 0. Ça veut dire que dès qu'il y a de la violence sexuelle, on considère qu'il y a de la violence entre partenaires intimes. Pour dire qu'il n'y a aucune violence, les scores pour les trois autres échelles doivent, pour chacune des trois autres échelles, doivent être égales à 0. Puis évidemment, ce qui se retrouve au milieu, on va appeler acte associé à de la violence entre partenaires intimes. On ne peut pas dire que la personne a subi effectivement de la violence entre partenaires intimes, mais il y a des actes qui ont été subis. Puis les conceptrices de l'échelle, comme je vous dis, c'est des chercheurs de l'Ontario. Donc, en anglais, ils s'appellent ça subthreshold, mais nous, on a utilisé le terme acte associé à de la violence entre partenaires intimes. Mais c'est ça notre colonne d'intérêt, violence entre partenaires intimes. Et alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour obtenir le score global, c'est que dès que la personne va être classée dans la troisième colonne pour une des trois sous-échelles, elle va se retrouver comme ayant subi de la violence entre partenaires intimes de façon globale. Et aussi, dès qu'il y a eu une tentative d'étranglement. Ça faisait partie des gestes de violence physique qui étaient mesurés. Donc, même si la personne a vécu la tentative d'étranglement une seule fois, puis c'est le seul score, pardon, c'est le seul item de violence physique qu'elle a vécu, mais son score serait 1. Donc, techniquement, elle devrait se retrouver ici, dans la colonne au milieu, mais comme on considère qu'il y a certains actes plus graves que d'autres, dont celui-là, la tentative d'étranglement, la personne va être classée comme ayant subi de la violence entre partenaires intimes. Donc, ça, c'est un critère qu'on applique une fois qu'on a déjà les scores, on applique ces critères en plus. Puis aussi, la violence sexuelle, comme je vous ai dit. Donc, pour se retrouver dans les actes associés, donc dans la colonne au milieu, il ne faut pas qu'il y ait de violence sexuelle ni de tentative d'étranglement. Maintenant, pour répondre aux différents besoins des partenaires, je vous ai parlé, il y avait plusieurs ministères impliqués. Donc, on a rajouté d'autres items, 3 items sur la violence psychologique, qui étaient construits de la même façon. Est-ce qu'un partenaire, ex-partenaire intime vous empêche d'étudier et de suivre vos cours, à menacer de vous enlever la garde de vos enfants ou à révéler ou menacer de révéler votre orientation sexuelle ou votre relation intime? Ça, c'était de la violence psychologique. Puis 2 items sur la coercition sexuelle et reproductive, qui était, la première était différente pour les femmes et pour les hommes. Donc, tout ça, c'était pour répondre aux questions, aux besoins des partenaires, mais on utilisait la même structure puis les mêmes choix de réponses. Donc, au début, on posait la question au cours de la vie, puis pour ceux qui disaient oui, on posait la question au cours des 12 derniers mois, avec les mêmes fréquences pour la violence psychologique. Et pour ce qui est de la coercition sexuelle, il n'y avait pas de reproductif, il n'y avait pas de fréquence, il y avait juste oui ou non au cours des 12 derniers mois, comme au cours de la vie. Donc ça, c'est très petit, c'est juste pour vous montrer que on avait nos 16 items, tout ce qui est en vert en haut, c'est les 16 items qui proviennent de notre échelle CAS, qui nous permettent d'avoir les prévalences à vie et les prévalences 12 mois. Puis les 5 autres items qu'on a rajoutés pour répondre aux besoins des partenaires sont en bleu en bas. Puis ça, c'est important parce que je vous ai dit que parmi les objectifs étaient aussi de mesurer ou d'explorer les contextes et les conséquences. Donc, pour les contextes et les conséquences, on a considéré toutes les personnes qui ont vécu au moins un des 21 actes. Ça veut dire au moins un des 16 actes du cas ou des 5 autres actes. C'est pour ça que c'est important. Dans notre dénominateur, on utilise toutes les personnes qui ont vécu au moins un des 21 actes. Mais pour la prévalence, c'est uniquement les personnes ayant vécu les 16 actes de notre échelle de mesure CAS. Maintenant, la partie la plus intéressante, qu'est-ce qui ressort de cette enquête-là? Mais je vous présente les résultats séparés pour les femmes et pour les hommes parce que c'est comme ça qu'on les a présentés dans les rapports. Donc, on voit qu'au cours de la vie, il y a 40% des femmes qui ont vécu de la victimisation associée à la violence entre partenaires intimes, donc au moins un acte. Ça, c'est toutes formes confondues. Puis quand on regarde les formes, on voit que de bas vers les hauts, il y a 35% des femmes qui ont vécu de la violence psychologique, au moins un acte, 22% au moins un acte de violence physique, puis 17% des femmes au moins un acte de violence sexuelle au cours de la vie. Puis pour les hommes, on voit qu'il y a 26% qui ont vécu au moins un acte, toutes formes confondues au cours de la vie. Puis par forme, il y a 24% qui ont vécu au moins un acte de violence psychologique, 13% de la violence physique,
puis 3,4% de la violence sexuelle. Si on regarde les nombres de formes, donc combien de formes parmi les gens qui ont vécu de la violence, combien de formes ils ont vécu, on voit aussi des différences entre les femmes et les hommes. Donc, par exemple, il y a la grande majorité des femmes qui ont vécu 2 ou 3 formes, tandis que chez les hommes, 56% ont vécu une seule forme de violence. Puis, dans ces cercles-là, vous pouvez voir les concomitances des différentes formes. Donc, ça varie, sont des cercles proportionnels, donc ça varie selon les pourcentages, selon la prévalence, puis selon la combinaison des formes qui ont été subies. Ça, c'est au cours de la vie. Maintenant, si on passe je vous ai parlé aussi des actes de violence, des expériences de violence durant l'enfance qui étaient utilisées comme variable de croissement. Donc, ce qui ressort dans l'enquête, c'est que les personnes qui ont subi les 3 différents événements de violence durant l'enfance étaient plus à risque ou étaient proportionnellement plus nombreuses à vivre de la violence entre partenaires intimes plus tard dans la vie. Il y avait 3 expériences de violence qui étaient mesurées. Le fait d'avoir été exposé à la violence entre adultes à domicile ou d'avoir subi de la violence physique ou sexuelle avant l'âge de 16 ans de la part d'un adulte, d'avoir été sous la responsabilité légale de l'État durant l'enfance et d'avoir quitté le domicile de façon temporaire pour sortir d'une situation de violence avant l'âge de 16 ans. Donc, ça, c'est les 3 expériences de violence à l'enfance qu'on a mesurées. Et quand on les a croisées avec les différents systèmes, ça, c'est le système pour la violence psychologique. Ce qui ressort, ça, c'est chez les femmes, là, mais on voit exactement la même chose chez les hommes, c'est que les personnes qui ont subi ces différentes expériences de violence à la face sont toujours plus nombreuses en proportion à avoir vécu de la violence entre partenaires intimes. Ça, c'est pour la violence psychologique. On voit exactement la même chose pour la violence physique et exactement la même chose pour la violence sexuelle. Et ça, tant chez les femmes, que c'est ça que vous voyez à l'écran, mais aussi chez les hommes. Donc, c'est un facteur de risque important, les expériences de violence à l'enfance. Maintenant, pour les résultats au cours de 12 mois, on voit qu'il y a 6,3% des femmes qui ont subi de la violence entre partenaires intimes, toutes formes confondues dans la dernière année. Puis selon la forme, c'est 4,3% d'entre elles qui ont subi de la violence psychologique, 2% de la violence physique, puis 2,7% de la violence sexuelle. Puis pour les hommes, c'est 4,2% qui ont subi de la violence dans la dernière année, 2,9% de la violence psychologique, 1,9% de la violence physique, puis 0,9% de la violence sexuelle. On a mesuré les conséquences aussi, c'était une des choses qui faisait partie des objectifs. Ce qui ressort, c'est qu'il y a des conséquences, surtout au niveau de la santé mentale et du fonctionnement social, par exemple les répercussions sur le rendement au travail, chez les deux, mais c'est toujours les femmes qui sont plus affectées pour ces conséquences-là. Donc, il y a des différences significatives pour toutes les conséquences, sauf pour les blessures corporelles où on n'a pas détecté de différences significatives entre les femmes et les hommes. Mais pour tout le reste, ce sont toujours les femmes qui sont plus affectées pour les conséquences reliées à la violence. Ça, c'est dans les 12 derniers mois. Puis, comme je dis, on a des croisements dans l'enquête, dans les rapports, on présente les résultats selon les groupes d'âge, selon le niveau de scolarité, selon l'indice de défavorisation matérielle et sociale. Puis, on a différentes informations sur les contextes et les conséquences, dont les nombres et les sexes des partenaires ayant commis la violence, l'exposition des enfants du ménage aussi à la violence entre partenaires intimes, la violence subie en contexte de grossesse, puis l'utilisation des services ou la demande d'aide informelle là, dans les personnes de l'entourage. Puis, parmi les objectifs aussi, on avait des données sur les services policiers, sur l'utilisation des services policiers. Ça, ce n'est pas dans les rapports, mais ça sera en publication qui va sortir au cours des prochains mois. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la violence entre partenaires intimes est présente chez les deux, chez les femmes et chez les hommes, mais les femmes constituent les principales victimes. C'est 40% des Québécoises qui ont vécu au cours de la vie. Et ça représente 1 329 500 femmes. Chez les hommes, c'est 26%, ce qui représente 858 400 hommes. Et la majorité des femmes ont subi plusieurs formes de violence, tandis que la majorité d'hommes ont subi une seule forme. Et donc, ça vient confirmer que oui, ça existe chez les deux sexes, mais c'est deux phénomènes distincts.
une autre distinction importante, c'est que les femmes subissent en plus forte proportion que les hommes les actes de violence qui sont considérés comme plus graves. Par exemple, il y a 13% des femmes qui se sont déjà fait obliger à se livrer à des actes sexuels contre leur gré au cours de la vie, alors que c'est le cas pour 2,1% des hommes. Les tentatives d'étranglement au cours de la vie, c'est 6% des femmes qui en ont déjà subi et 1% des hommes. Et comme je viens de vous montrer avec les conséquences, la violence entre partenaires intimes va laisser des traces plus importantes chez les femmes que chez les hommes, surtout au niveau de la santé mentale et du fonctionnement social. Donc, c'est les femmes qui sont plus susceptibles d'avoir présenté au moins un symptôme de stress post-traumatique, d'avoir ressenti de l'anxiété, d'avoir eu peur d'un partenaire ou d'avoir crainte pour leur vie, puis aussi au niveau du rendement au travail. Donc, ça ressort chez les deux, mais de façon plus importante chez les femmes. Maintenant, la violence partenaire intime peut être subie par tout le monde, peut affecter tout le monde, mais il y a certains groupes qui seraient plus à risque, notamment les personnes qui ont vécu des expériences de violence durant leur enfance. On l'a vu avec les différents actes. Les jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans, quand on analyse par groupe d'âge, et aussi les personnes qui vivent dans des milieux plus défavorisés. Un autre résultat important, c'est que il y a quand même environ 3 femmes sur un tiers des femmes ou des hommes qui disent que la violence entre partenaires intimes, quand c'est arrivé, il y avait des enfants dans les ménages qui en étaient témoins. Donc ça, c'est important. Puis aussi, un autre résultat intéressant, c'est qu'on voit que très peu de victimes vont aller chercher de l'aide. Donc, il y a 8 victimes sur 10 qui n'ont pas eu recours à des services ou à des spécialistes pour différentes raisons. Ça, c'est au cours des 12 derniers mois. Puis, parmi les raisons évoquées, il y en avait plusieurs là, mais je vous donne comme exemple seulement qu'ils ne ressentaient pas les besoins, ils ne se sentaient pas à l'aise de demander de l'aide ou ils ne connaissaient pas l'existence de différents services. Et pour finaliser, les forces et limites de l'enquête, ben, évidemment, la principale force, c'est que cette enquête, les résultats qui en découlent, nous permettent d'avoir un portrait populationnel le plus complet à ce jour du phénomène au Québec. Et les résultats qu'on a avec cette enquête sont plus exhaustifs que les données policières, parce que comme j'ai mentionné au début, les données policières, ça concerne juste les infractions criminelles qui sont signalées. Et aussi, ils sont plus exhaustifs que les résultats d'autres enquêtes parce que ici, on met sur les 3 formes de violence. Puis, on tient compte aussi non seulement de l'ampleur, mais aussi de la fréquence et de la gravité des différents gestes de violence subis. Puis, une autre force importante, c'est que oui, on mesure la prévalence, mais dans nos autres objectifs, on s'intéresse aussi au contexte et aux conséquences. Puis, en regardant les conséquences, on voit comment les femmes vont être beaucoup plus affectées par ces conséquences-là. Puis, une autre force importante, c'est qu'on a des données à portée provinciale, mais on a aussi des données à portée régionale. Donc, ça, c'est important pour les régions pour qu'elles puissent avoir des données qui vont appuyer leurs différentes mesures et les différents programmes qu'ils vont mettre en place. Évidemment, il y a aussi des limites. Donc, il faut en tenir compte lors de l'interprétation des résultats. Et la première limite, c'est qu'on ne connaît pas la motivation derrière les actes commis. Parce qu'il faut comprendre que c'est une enquête réalisée auprès des personnes ayant subi de la violence, donc auprès vraiment des victimes. Donc, on ne sait pas c'est quoi la motivation derrière les actes commis par l'agresseur. Il se peut aussi que les personnes qui vivent une situation de violence extrême n'ont pas participé à l'enquête. Et il est possible aussi que des personnes ont oublié les actes de violence qu'ils ont pu subir au cours de leur vie ou qu'ils ne soient pas capables de les reconnaître, donc ils n'ont pas déclaré quand on posait les questions. Mais malgré ces limites, puis malgré le fait qu'il n'y a aucun instrument qui est parfait pour mesurer un phénomène complexe, comme c'est le cas de la violence entre partenaires intimes, et aussi dans le cas d'une enquête populationnelle où on a un temps limité à passer avec les personnes, etc., et nos résultats vont contribuer à faire avancer les connaissances sur les sujets. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ici, je vous laisse les liens du rapport avec tous les autres résultats. Puis, si vous avez des questions, mais ça me fera plaisir de vous répondre. Là, je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup, Daniela, pour cette présentation vraiment intéressante et complète aussi.
Euh, Fait que, voilà, il nous reste quand même une dizaine de minutes pour des questions. Comme on n'est pas trop nombreux, les gens qui voudraient, vous pouvez poser directement vos questions à Daniela. Peut-être en attendant que les questions arrivent, j'en vois pas pour l'instant. Je me demandais l'utilisation de cette échelle standard-là de CAS, j'imagine, étant donné que c'est une échelle qui est utilisée par d'autres enquêtes sur d'autres territoires, mais ça permet des comparaisons, finalement, comment le Québec se situe par rapport à ce qui aurait été retrouvé dans d'autres publications, d'autres enquêtes. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours des différences au niveau méthodologique qu'il faut considérer quand on veut faire des comparaisons. Mais oui, en fait, l'échelle originale a été développée par des chercheurs australiens. Mais il y avait 70 items, 73 items, je pense. Et là, il y a eu plusieurs travaux de validation, puis d'adaptation, justement. Puis ça a été raccourci quand même à 16 items. Mhm. Donc, oui, ça a été utilisé dans plusieurs, par d'autres chercheurs, mais c'est la première fois qu'on l'utilise comme ça au Canada, donc au Québec. OK. Donc, pas possible de comparer avec à l'extérieur du Québec pour dans le reste du Non, Canada. Ouais. pas pour l'instant, parce que même Statistique Canada l'avait utilisé, mais sans utiliser l'algorithme. Donc, c'est juste l'occurrence, oui ou non, au moins en acte. Ouais, c'est Donc, ça. Puis il n'y a pas grand-chose à faire qu'on puisse faire avec ça pour comparer. Ouais. ouais. Très bien. Puis j'imagine que c'est possible de lier ces données-là avec des données administratives. Je pense notamment à des données de santé sur les hospitalisations, des admissions à l'urgence, des choses comme ça. Ben, pour les liens avec les données administratives, je ne sais pas trop. Nous, c'est sûr qu'on a les données de l'enquête, là, mais après, pour les mélanger avec d'autres données. Si je peux me permettre, là, Oui, on n'a pas, Jacqueline. Jacqueline, oui, on n'a pas demandé l'autorisation dans la collecte de données au jumelage. Alors, on ne peut pas faire du jumelage nécessairement. Mhm. Mhm. Oui, c'est ça, parce que ça doit être d'abord indiqué dans le formulaire de consentement pour Oui, les participants. c'est Exact. ça. Ben, On ça l'a fait pas du fait. sens aussi. Mhm. C'est un sujet sensible, j'imagine que ça a été pris en considération. Oui, c'est ça. Puis, étant donné la taille échantillonnale, j'imagine que ça permet de faire des découpages géographiques quand même relativement fins. Ouais, mais il faut comprendre que les prévalences, heureusement, sont assez petites, là. Oui, il y a ça aussi. Oui, Donc, oui. c'est sûr que déjà à 12 mois, notre dénominateur diminue de beaucoup. Puis quand on veut regarder par région, déjà, parfois, on pouvait pas les publier là, parce qu'on avait trop d'effectifs. Donc, Mhm. ouais, ça dépend des variables. Là, pour les prévalences générales, oui, mais une fois qu'on veut aller dans les détails, malgré l'échantillon, et c'est ça le problème justement avec Statistique Canada, oui, on a des données pour le Québec, mais l'échantillon est beaucoup plus petit, donc on ne peut pas faire des analyses détaillées avec ça. Donc nous, Mhm. on peut un peu, mais même comme ça, pour certaines variables, une fois qu'on applique les différents filtres pour nos dénominateurs, ça devient trop petit. Oui, c'est ça, pas capable de les publier ou de les sortir. Ouais, Ouais, pour respecter la confidentialité, c'est exact. tout à fait. Ben, je ne vois pas d'autres questions. Merci encore beaucoup, Daniela, de conclure notre saison de midi webinaire avec vous. Ça nous a fait plaisir. Ben voilà, en conclusion, je remercie Daniela, puis aussi j'en profite pour remercier tous nos présentateurs, présentatrices de nos midi webinaires. Je pense qu'on en a eu une douzaine cette année depuis septembre, autant de l'Institut de la statistique du Québec que de Statistique Canada. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Pascal Dubé, qui est notre conseillère en communication, qui gère la gestion de ces midi-webinaires-là. Merci beaucoup, Pascal. C'est toujours une programmation qui est le fun à participer. L'objectif demeure toujours le même avec ces midi-webinaires-là, c'est de vous d'inspirer les chercheurs et les chercheuses à utiliser les données de l'Institut de la statistique du Québec et des microdonnées de Statistique Canada. Donc, on va travailler cet été. On a déjà des idées, moi et Pascal, pour d'autres midi-webinaires pour la prochaine année. Mais s'il y en a qui ont des suggestions puis des besoins, l'idée, c'est vraiment de rendre ce partage-là d'informations utiles pour toute la communauté de recherche du Québec. Alors, merci beaucoup, puis je vais vous souhaiter un bel été à tous et un bel après-midi.